Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons vu ces porte-avions géants de l'univers Marvel ou ceux de Fallout 4. Ils peuvent transporter et soutenir d'autres avions plus petits. Mais y a-t-il vraiment des plans pour construire des porte-avions volants comme ceux-ci? Les Britanniques et les Américains ont été convaincus de lancer la construction d'un tel engin après avoir vu l'Allemagne avoir un certain succès avec les Zeppelins pendant la Grande Guerre. Malheureusement, pour les amateurs de combat aérien, ces engins de guerre manquent la maniabilité nécessaire pour en faire des bombardiers efficaces, mais la marine a eu la prévoyance de proposer de les utiliser pour d'autres fins. À l'époque, les Britanniques étaient encore assez arrogants pour avoir un empire et jouaient avec l'idée de relier tous les pays de cet empire avec des routes dirigeables. À cette fin, ils ont construit 2 grands vaisseaux à hélium. L'un d'entre eux a fait un aller-retour réussi jusqu'au Canada, mais il arrive que les choses finissent par mal tourner et l'autre vaisseau s'est écrasé en route vers Karachi. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. L'expérimentation de la marine américaine sur l'idée était le dirigeable de la classe Akron, le seul porte-avions volant réel mis en service. La classe Akron était un peu comme la dernière trilogie Star Wars prometteuse au début, mais le projet s'est finalement effondré. Ces transporteurs avaient des graves limitations qui ont conduit à 2 accidents importants. La flotte de transporteurs a été détruite, ce qui a entraîné l'abandon de tout le concept. L'Akron a été construit en premier à la fin des années 20 et a été conçu comme un porte-avions de mer conventionnel pour survoler les mers à la recherche de flottes ennemies. À partir de là, les cuirassés se rapprochaient de l'ennemi et finissaient par le vaincre. Les 2 dirigeables Akron conçus et baptisés Akron et Macon et mis en service en 1931 et 1933 respectivement, c'étaient des dirigeables de l'entre-deux-guerres de forme classique avec un revêtement rigide en aluminium et un tissu rempli à ras-bord d'hélium. C'étaient des bêtes absolues qui faisaient 240 mètres de plus qu'un cuirassé de la classe Tennessee et nécessitaient 8 moteurs Maybach, 12 cylindres développant une puissance combinée de 6700 chevaux. L'Akron transportait des avions à aile fixe et était capable de les lancer et de les récupérer en plein vol. Il était 2 fois plus rapide que les navires de surface et aurait donc dû être la machine parfaite. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? L'Akron et le Macon ont dû se battre contre un temps tumultueux et des vents violents qui ont rendu les 2 transporteurs difficiles à diriger. En février 1932, les vents ont fait perdre le contrôle d'Akron à ses manipulateurs quelques secondes seulement avant qu'un groupe de membres du Congrès ne monte à bord. Et seulement quelques temps après cela, 2 membres de l'équipage sont tombés à l'Akron et un 3e a été grièvement blessé dans une tentative d'amarrage. Le 3 avril 1933, l'Akron a dû faire face à d'autres difficultés. Une mission de calibrage de son équipement radio au large des côtes de New Jersey a causé au dirigeable de rencontrer son plus gros problème. Une vague de vent violent a fait plonger l'Akron de 1000 pieds en quelques secondes seulement. Dans la panique du moment, l'équipage a été forcé de prendre une décision difficile et a choisi de le larguer dans l'eau dans une tentative désespérée de reprendre de l'altitude. Cela s'est avéré être une terrible erreur de jugement. Le dirigeable s'est élevé beaucoup trop rapidement et l'équipage a complètement perdu le contrôle en s'écrasant dans les profondeurs de l'océan. 2 ans plus tard, c'est le Macon qui s'est retrouvé nez à nez avec des problèmes, au milieu d'un vol au-dessus de l'océan Pacifique. Une puissante tempête a provoqué la rupture complète de la dérive supérieure et ce faisant, le navire a perdu 20% de son hélium, ce qui a poussé le navire à se soulever à une vitesse dévastatrice dans un effort désespéré pour tenter de rester en vol. L'équipage a libéré de l'hélium supplémentaire pour faire redescendre le dirigeable, mais trop d'hélium a été libéré trop rapidement et le vaisseau s'est rapidement écrasé dans les profondeurs sombres des eaux. Le Macon a plongé dans les profondeurs du Pacifique le 12 février 1935 et remarquablement, ce n'est que récemment qu'on l'a retrouvé. Un navire de recherche de l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey a déployé un véhicule télécommandé dans la zone entourant le site et a réussi à capturer des images fixes en définition et une vidéo de l'épave historique. Le hangar à dirigeable contient encore 4 biplans Sparrowhawk ainsi que 5 des 12 moteurs à essence du navire et de nombreux objets de la galerie des navires.
parmi lesquels des réservoirs de propane et des sections d'une pierre d'aluminium. Ce n'est pas tout à fait le trésor que l'on trouverait sur le Titanic, bien qu'on puisse soutenir que le contenu est tout aussi historique. La localisation précise de l'engin submergé a échappé aux experts pendant près de 5 décennies, jusqu'à ce qu'un humble pêcheur la découvre par hasard. Il a accroché un morceau de la poutre du Mâcon dans son filet et a oublié ce qu'il avait trouvé, car cette vidéo n'existait pas pour qu'il puisse la regarder et la prendre. Ces experts avaient du mal à localiser l'épave parce que les objets qu'ils cherchaient n'étaient pas à l'endroit du naufrage enregistré. Mais le fait d'entendre parler de cette poutrelle les a alertés sur le fait qu'ils cherchaient peut-être au mauvais endroit, et ils ont rapidement pu déplacer leurs efforts et trouver l'engin disparu. En raison de ces nombreux et mortels échecs, l'idée de faire voler des porte-avions a été abandonnée et n'a existé qu'entre la Première et la Seconde Guerre mondiale et n'a jamais vu le jour depuis. Il est intéressant d'émettre des hypothèses sur ce qui aurait pu se passer si le programme n'avait pas mis fin à la mise en place de dirigeables. Est-ce que cela fait assez longtemps maintenant que nous devrions envisager de les faire revenir ? L'expert en la matière, Kyle Mizukami, tient à ce que les dirigeables fassent leur retour en faisant valoir que la technologie nécessaire existe déjà pour que les navires aériens sans pilote s'associent aux drones afin de fournir des moyens modernes de transport équivalents à ceux de la classe Akron. Mais vouloir et pouvoir sont deux choses très différentes, mais Mizukami semble ne pas vouloir lâcher l'affaire. Il a écrit: un dirigeable de haute volée équipé de capteurs et de capacités de réseau pourrait atteindre sa destination plus rapidement qu'un porte-avions maritime et rester en station pendant des jours ou des semaines. Le dirigeable pourrait transporter une batterie de plusieurs dizaines de véhicules aériens sans pilote équipés chacun de radars et autres pour étendre la porte des capteurs du vaisseau mère et donc la flotte de surface. Ces mêmes drones pourraient embarquer une variété d'armes à utiliser contre des navires, des sous-marins, des avions moins performants tels qu'un hélicoptère et des cibles terrestres. Il a également insisté sur le fait qu'il pourrait augmenter les navires de guerre de surface traditionnels, ce qui permettrait aux flottes de la marine de disposer d'un nouvel avion à létalité repartie par couche. Les transporteurs pourraient offrir la capacité sans précédent de filtrer de grandes parties de l'océan, à un moment qui pourrait être extraordinairement utile pour protéger son pays d'une attaque ennemie, bien qu'il y ait bien sûr des arguments contre. Un expert aurait déclaré à ce sujet que nous voudrions minimiser le coût pondéré du porte-avions volant lui-même afin de maximiser le nombre et la capacité des avions qu'il porterait. Le nombre et la taille des propulseurs nécessaires pour soulever les porte-avions, le nombre et la taille des moteurs pour les faire marcher et le carburant pour faire tourner les moteurs, etc. Tout cela rend ce système irréaliste, malheureusement pour des personnes comme Mizukami. La réalité est qu'il est beaucoup plus coûteux de voler que de nager jusqu'en France. Un porte-avions conçu avec une forme quelconque d'assistance au vol, comme des ailes, nécessiterait une puissance importante pour les propulseurs, tant en vol vers l'avant qu'en mode de levage. Mais si la conception est le problème, pourrait-on s'inspirer de l'héliporteur tiré des Avengers dont avons-nous parlé plus tôt? Après tout, de nombreux gadgets modernes de la vie étaient autrefois des prototypes basés sur des gadgets fictifs de Star Trek. L'héliporteur fictif de Nick Fury semble utiliser des rotors canalisés pour son décollage et son atterrissage vertical, ce qui n'est pas si éloigné de la façon dont fonctionnent les vrais avions de la marine, tels que les chasseurs Harrier AV-8B et l'Osprey V-22, de sorte que les films de Marvel semblent être en phase avec la réalité de la technologie, suggérant un monde moderne. Il serait possible de construire un porte-avions d'un jour qui échappe à la question de la conception, mais malheureusement, ce type de rotor est aussi l'option de transport aérien la plus coûteuse pour l'armée américaine, ce qui signifie que ça coûterait vraiment un bras et une jambe pour faire entrer la base volante du Shield dans le monde réel. L'armée moderne n'est pas financée comme elle l'était autrefois, et son budget risque d'exploser si l'on construit une telle chose. Alors, vous pensez que la construction reprendra? Ou bien ils sont beaucoup trop utopiques selon vous? Le fait est que leur construction pourrait reprendre plus tôt que vous ne le pensez. Depuis une demi-décennie maintenant, l'agence de projet de recherche défensive, souvent appelée DARPA par des agents trop occupés, travaille dur à la construction d'un prototype de porte-avions volant capable de lancer et de récupérer des drones. Malheureusement pour le DARPA, deux autres compagnons les ont battus à plate couture l'aérovironnement et le Kratos Defense and Security, trop cool comme nom. Depuis longtemps maintenant, l'aérovironnement est la crème de la crème quand il s'agit de la production de drones militaires, tandis que le Kratos
fait des vagues comme le plus grand nom de l'aviation à réaction militarisée pour l'Air Force. Ces deux sociétés ont décidé de s'unir pour créer un système de drones pilotés à distance qui pourrait lancer d'autres drones depuis le ciel. C'est dans la même zone que le projet du DARPA. La question sans réponse connue à ce jour est de savoir si cela incitera le DARPA à abandonner son propre projet. Enfin, au moins, cela démontre que des remixes de porte-avions existent déjà. Ou du moins, ils sont à venir. Pensez-vous que nous, enfin, pas spécifiquement nous, les experts devraient retourner à la construction des porte-avions volants? Ou serait-il mieux de faire des variations modernes comme le projet Drive que nous avons mentionné? Dites-nous tout dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Restez connectés et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.